Et si je vous disais que ce n'est pas la vieillesse qui vous tue, mais votre routine du matin, que le simple fait de vous lever trop vite ou de rester assis trop longtemps aux toilettes pourrait vous coûter la parole, la mémoire ou même la vie? Vous croyez que j'exagère? Écoutez bien jusqu'au bout. Je suis médecin, ou plutôt, j'étais médecin. Pendant plus de 40 ans, j'ai vu défiler des milliers de patients, des corps fatigués, des regards inquiets, des douleurs comptées trop longtemps, et je croyais avoir tout vu. Jusqu'à ce matin-là, où j'ai compris que la mort ne prévient pas. Elle entre parfois à pas feutrés, sans bruit, à 3 heures du matin, dans une salle obscure, au bout d'un couloir froid. Et ce jour-là, ce n'est pas un patient inconnu que j'ai vu tomber. C'était une amie, une voisine, une femme que j'aurais pu sauver si j'avais parlé plus tôt, si j'avais osé vous dire ce que je vais vous dire maintenant. C'est pour cela que je parle aujourd'hui, non plus en blouse blanche, mais avec le cœur d'un vieil homme qui veut vous réveiller, vous qui m'écoutez. Car ce que je vais vous raconter n'est pas une fiction, c'est une histoire vraie parmi tant d'autres. Et peut-être ce sera la vôtre, ou celle de votre mère, de votre père, de votre voisin. Et si vous croyez que cela ne vous concerne pas, alors c'est justement à vous que je m'adresse. Elle s'appelait Madame Thérèse. 74 ans, veuve depuis 8 ans, 2 enfants qu'elle voyait une fois par mois. Une femme forte, fière, discrète, le genre de personne qui ne demande jamais rien à personne. Elle vivait seule, dans une petite maison en Bourgogne, entre les champs et les souvenirs. Chaque matin, elle allait chercher son pain à pied. Chaque soir, elle rangeait soigneusement sa cuisine. Une routine simple, une vie tranquille. Jusqu'à cette nuit. Il était 3 heures du matin. Il faisait froid. Le carrelage du sol, déjà glissant en été, était devenu une véritable patinoire avec l'humidité. Madame Thérèse s'est réveillée, prise d'une envie pressante, comme souvent. À son âge, se lever la nuit était devenu presque habituel. Elle connaissait le chemin par cœur. Pas besoin d'allumer la lumière. Elle se leva comme d'habitude. Mais cette nuit-là, elle a trop vite. Elle n'avait pas encore les idées claires. Son cœur, lui, n'était pas encore prêt. Le sang n'avait pas eu le temps de remonter au cerveau. Et dans le noir en silence, elle tomba. D'un seul coup, sa tête heurta le mur. Aucun cri, aucun témoin. Juste le bruit sourd d'un corps qui s'effondre. Quand son voisin l'a retrouvée à 9 heures du matin, elle était encore vivante, mais paralysée d'un côté. Un œil vide, une bouche déformée. Un AVC silencieux, provoqué par ce qu'on appelle en médecine une hypotension orthostatique. En d'autres termes, une chute brutale de la tension artérielle au moment de se lever. Et cela arrive tous les jours, à des milliers de personnes âgées, souvent dans le silence le plus total. Ce n'est pas la première fois que je vois cela, mais c'est la première fois que je ne pouvais rien faire. Et croyez-moi, c'est une douleur que je ne souhaite à aucun médecin, ni à aucun enfant, aucun petit enfant. Je vous en supplie, n'ignorez pas ce risque. Beaucoup pensent que se lever la nuit pour aller aux toilettes est une routine banale, mais ce geste simple peut être mortel, parce qu'avec l'âge, le corps réagit plus lentement, le sang met plus de temps à circuler, le cœur peine à s'adapter, et quand on se lève trop vite, le cerveau n'est plus irrigué. Résultat, vertige, perte d'équilibre, chute, et parfois, fin de l'histoire. Je ne dis pas cela pour vous faire peur, je vous le dis pour vous garder en vie. Alors que faire? Un geste, juste un. Avant de vous lever, asseyez-vous au bord du lit. Respirez profondément. Comptez jusqu'à 5. Posez vos pieds au sol. Attendez encore quelques secondes, puis seulement levez-vous, lentement, en conscience. Ce geste de 10 secondes peut vous sauver. Il peut sauver votre autonomie, votre cerveau, votre vie. Installez une veilleuse à détection de mouvement. Placez une barre d'appui dans vos toilettes. Demandez de l'aide pour sécuriser votre chemin jusqu'à la salle de bain. Ce ne sont pas des caprices. Ce sont des actes d'amour pour soi-même. Et surtout, ne vous dites jamais « je suis encore fort ». Parce que la force, c'est pas de tenir debout seul dans le noir. La force, c'est de reconnaître quand il est temps d'allumer la lumière. Et si vous êtes ici, à m'écouter, alors peut-être que c'est le moment pour vous de changer quelque chose. Moi, je ne suis plus en exercice, mais ma mission n'est pas terminée. Ma mission aujourd'hui, c'est d'éviter une autre chute, une autre nuit noire, un autre appel trop tard.
Si ce que je vous dis vous parle, si vous pensez que ces mots peuvent sauver ne serait-ce qu'une personne, alors je vous invite de tout cœur à vous abonner à cette chaîne. Cela nous donne la force de continuer. Cela prouve que ces messages ne tombent pas dans le vide. Et maintenant, je vous laisse avec une question. Une question simple, mais qui mérite réflexion. Quand vous vous réveillez la nuit, que faites-vous? A. Vous vous levez immédiatement sans attendre. B. Vous restez assis, respirez, attendez quelques secondes avant de vous lever. Répondez en commentaire A ou B. Et surtout, soyez honnête. Parce qu'ici, ce n'est pas le jugement qui sauve, c'est la vérité. Ce n'est qu'en perdant presque totalement ma capacité à monter un escalier que j'ai compris ce que mes patients avaient essayé de me dire pendant tant d'années. Ce n'était pas la douleur qui leur faisait le plus peur. Ce n'était pas non plus la solitude ou les médicaments. Non, ce qui les terrorisait, c'était la perte progressive de leur liberté de mouvement. La peur de ne plus pouvoir se lever seul, de devoir s'appuyer sur quelqu'un ou sur quelque chose pour se déplacer, d'être à la merci d'un faux pas ou d'un tapis mal placé. Et parmi tous les lieux qui se transforment en pièges pour les personnes âgées, il en est un que peu de gens soupçonnent. Un endroit où l'on pense être en sécurité, seul, tranquille, la salle de bain. J'ai vu trop de vies basculer là, dans cet espace froid, carrelé, glissant. Trop de corps retrouvés allongés entre les toilettes et la douche. Et presque toujours, on me dit la même chose. Il allait bien, elle était encore en forme, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Je vais vous le dire, ce qui s'est passé. C'est arrivé à Monsieur André. Il avait 68 ans, un ancien jardinier, robuste, réservé, toujours digne. Depuis des années, il souffrait de constipation. Rien d'alarmant, croyait-il. Il pensait que c'était normal avec l'âge. Il passait parfois 20 minutes aux toilettes, le visage crispé, les poings fermés, retenant son souffle, essayant de faire passer. Il ne se plaignait jamais. Jusqu'au matin où sa femme le retrouva inanimé, le corps penché sur le lavabo, les yeux ouverts mais absents. Le diagnostic, un accident vasculaire cérébral déclenché par un effort trop intense pendant qu'il était aux toilettes. Ce qu'il ignorait, comme tant d'autres, c'est que pousser fort tout en bloquant sa respiration entraîne ce qu'on appelle en médecine la manœuvre de Valsalva. Cela augmente brusquement la pression thoracique, réduit le retour veineux au cœur, fait monter la tension artérielle d'un coup. Et ce choc soudain chez une personne dont les vaisseaux sont déjà fragilisés peut suffire à rompre un capillaire dans le cerveau. Ce jour-là, il aurait pu y rester. Et M. André n'est pas un cas isolé. Combien de fois ai-je entendu des proches me dire « Il est tombé dans les toilettes. Elle a perdu connaissance dans la salle de bain. On pensait qu'elle lisait, mais elle était inconsciente. » Derrière ces récits banals se cachent des réalités tragiques. On ne meurt pas forcément sur le coup. Mais parfois, on ne se relève jamais pareil. On perd l'équilibre, la parole, l'autonomie. Et tout cela commence souvent par un geste simple. S'asseoir trop longtemps, pousser trop fort, ou simplement s'oublier dans ce lieu qu'on croit sans danger. Il y a aussi l'autre extrême que j'ai vu chez M. Henry, ancien professeur de lettres, 73 ans. Il avait gardé cette habitude charmante mais risquée, lire son journal sur les toilettes. Chaque matin, une demi-heure, sans bouger. Un jour, il s'est évanoui. Sa femme a cru à une sieste prolongée. Lorsqu'elle est entrée, il était pâle, la tête tombée sur la poitrine. Il avait simplement attendu trop longtemps. Le sang, à force d'inertie, s'était accumulé dans les jambes. La circulation vers le cerveau s'était ralentie, l'oxygène manquait, et le cœur, surpris, avait flanché. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la position assise prolongée sur des toilettes, surtout celles qui sont trop basses ou mal adaptées, favorise la stagnation sanguine, en particulier dans les membres inférieurs. Cela crée une baisse de tension, ralentit le rythme cardiaque et peut déclencher des troubles du rythme, voire une syncope. Le cerveau, lui, n'aime pas le manque. Il proteste vite et parfois violemment. Mais au-delà du corps, il y a aussi l'esprit. Beaucoup de personnes âgées transforment les toilettes en refuge. Elles y trouvent du calme, de l'intimité, un moment à elles. Elles s'y attardent avec un téléphone, un livre, un souvenir. Mais ce moment d'évasion devient un risque lorsque l'on oublie que le corps, lui, continue de subir le poids de l'immobilité. Alors que faire? Faut-il ne plus aller aux toilettes? Bien sûr que non.
Il faut y aller avec conscience, comme pour tout acte du quotidien à un âge avancé. Voici ce que je dis toujours à mes anciens patients, et que je vous dis maintenant, à vous qui m'écoutez, ne restez jamais plus de 5 à 7 minutes aux toilettes. Ne lisez pas, ne scrollez pas sur votre téléphone. Gardez les deux pieds bien à plat au sol. Si nécessaire, utilisez un petit tabouret pour relever les jambes et adopter une position physiologique plus favorable. Respirez normalement. Surtout, ne retenez jamais votre souffle en poussant. C'est une des erreurs les plus fréquentes et les plus dangereuses. Et si vous avez du mal à aller à la selle, ne forcez pas. Levez-vous, marchez quelques minutes, buvez de l'eau tiède, massez votre ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Parfois, il vaut mieux attendre 1 heure que de risquer un accident. Faites aussi attention à l'aménagement. Une barre d'appui dans les toilettes peut vous éviter une chute. Un éclairage doux mais suffisant peut sauver votre vie. Et surtout, écoutez votre corps. Ne laissez pas la gêne ou la pudeur vous faire taire des signes avant-coureurs. Vous savez, la plupart des accidents dans la salle de bain ne sont pas dus à la malchance. Ils sont dus à des habitudes que personne ne remet en question. Mais aujourd'hui, vous le savez, vous ne pourrez plus dire « je ne savais pas ». Et moi, médecin retraité, je vous le dis avec tout le poids de mon expérience. Ce que vous faites dans vos toilettes, chaque jour, peut déterminer comment vous finirez vos jours. Alors, faites-le bien, faites-le lentement, et faites-le en vous respectant, car se respecter, c'est aussi ne pas mourir pour un geste banal. S'il y a une chose que la vieillesse m'a apprise autant que la médecine, c'est que le corps ne ment jamais. Il s'exprime autrement, bien sûr, avec des signaux que nous ignorons trop souvent. Une faiblesse passagère, une chute de tension, un vertige étrange, un essoufflement inhabituel. Pendant des décennies, j'ai pris soin des autres, ausculté des cœurs, mesuré des pressions, veillé sur des nuits entières dans les couloirs d'hôpital. Et pourtant, ce n'est qu'à la retraite que j'ai compris la profondeur d'une vérité simple. Ce n'est pas la maladie qui tue les gens âgés, c'est souvent un geste quotidien, mal adapté, au mauvais moment. Parmi ces gestes-là, il y a un rituel que nous chérissons tous, surtout quand le froid revient. Le bain chaud. Doux, enveloppant, réconfortant. Une vapeur qui apaise les douleurs du dos, l'eau qui détend les muscles, le silence du soir qui s'installe dans la salle de bain. Beaucoup de mes patients, surtout ceux qui vivent seuls, m'ont parlé de ce moment comme d'un refuge. Et je les comprends. Mais ce que je vais dire maintenant, je l'ai dit trop tard à certains. À d'autres, je n'ai jamais eu le temps de le dire. Je pense à Madame Hélène, 71 ans. Une femme fière, digne, ancienne couturière, qui vivait seule depuis que son mari était parti. Chaque soir, elle avait son petit rituel. Elle remplissait la baignoire d'eau très chaude, presque brûlante. Elle s'y glissait lentement, laissait l'eau monter jusqu'aux épaules. Elle fermait la porte à clé, allumait une petite bougie parfumée et restait là, seule avec elle-même. Un soir d'hiver, le voisin du dessus a entendu l'eau couler pendant plus d'1 heure. Il a frappé à la porte. Rien. Il a alerté les secours. On a trouvé Madame Hélène inconsciente, la tête penchée, la peau froide malgré la vapeur encore présente dans la pièce. Elle respirait à peine. Elle avait fait un malaise. Un effondrement cardiovasculaire soudain, déclenché par une chute brutale de la pression artérielle, elle-même causée par la chaleur excessive du bain. Parce qu'à un certain âge, le corps ne régule plus la température comme avant. Les vaisseaux sanguins se dilatent au contact de la chaleur, la pression baisse et le cœur déjà affaibli doit compenser en accélérant. Mais souvent, il n'y parvient pas. Le cerveau alors manque de sang et tout vassaille. Et cela arrive plus souvent qu'on ne le croit. Une étude japonaise, menée auprès de milliers de personnes âgées, a montré que les bains très chauds, dépassant 40 degrés Celsius, prolongés au-delà de 10 minutes, augmentaient de 26% le risque de faire un accident vasculaire cérébral ou un infarctus. Le problème, ce n'est pas l'eau. C'est le contraste entre la chaleur et la fragilité du système cardiovasculaire. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte de l'enchaînement insidieux qui mène au drame. Il commence dès qu'on quitte un lit chaud au petit matin ou qu'on traverse pieds nus un sol froid pour aller dans une salle de bain chauffée à la hâte. Le choc thermique entre le carrelage glacial et l'eau brûlante agit comme un électrochoc. Les vaisseaux se dilatent,
la tension chute, le cœur s'affole. J'ai vu des patients s'évanouir dans la douche, glisser et se fracturer le bassin, d'autres perdre connaissance et tomber à la renverse. Et ceux qui en réchappent me disent souvent la même chose. Je ne comprends pas. Je fais ça depuis toujours. Oui, mais vous avez plus le corps de vos 40 ans. Et le bain d'hier n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Si vous êtes fatigué, si vous êtes seul, si vous avez pris un médicament hypotenseur, ou si vous avez simplement eu une mauvaise nuit. Je dis souvent à mes anciens patients que la propreté ne doit jamais coûter la vie. Vous n'avez pas besoin de bouillir pour être propre. Le bain ou la douche doit être tiède, bref et surtout adapté à votre état du jour. Voici ce que je recommande, non par peur, mais par amour pour la vie. Testez la température de l'eau avec la main ou l'avant-bras. Si vous sentez une chaleur mordante, c'est déjà trop. La température idéale se situe entre 37 et 39 degrés. Ne restez jamais plus de 10 minutes dans le bain. Ne fermez pas la porte à clé si vous vivez seul. Informez un proche que vous allez vous laver. Ne prenez jamais un bain juste après un repas ou à jeun. Évitez les douches trop tôt le matin ou trop tard le soir, surtout en hiver. Et surtout, ayez toujours un tapis antidérapant, une barre d'appui si possible, et un système d'alerte ou un téléphone à portée de main. Je sais que ces précautions peuvent sembler excessives. On me l'a souvent dit. Docteur, vous exagérez, je ne suis pas un enfant. Et pourtant, c'est souvent l'orgueil du corps qu'on croit encore jeune qui précipite la chute. Je le redis, se laver doit être un geste de soin, pas un risque. Ce n'est pas parce que l'eau est chaude qu'elle est bienfaisante. Ce n'est pas parce qu'un geste est familier qu'il est encore approprié. Je vous invite à repenser vos rituels, non pour les supprimer, mais pour les ajuster. Comme on ajuste un vêtement à un nouveau corps, il faut ajuster ses habitudes à son âge, à sa condition, à sa vulnérabilité. Et si vous avez des proches âgés, parlez-leur. Demandez-leur comment ils se lavent, à quelle heure, dans quelles conditions. Ce n'est pas une intrusion, c'est une preuve d'amour. J'ai vu trop de familles pleurer un départ qu'on aurait pu éviter par une simple conversation. Je ne suis plus en blouse blanche, mais je continue de soigner autrement, en parlant, en alertant, en espérant que mes mots trouvent un écho dans votre salle de bain, dans votre quotidien. Parce qu'un bain, ce n'est pas un danger. Mais dans certaines circonstances, cela peut le devenir. Et moi, médecin à la retraite, je vous le dis avec la sincérité d'un homme qui a vu trop de corps glisser entre les mains. Il vaut mieux un bain tiède chaque jour pendant 10 ans qu'un seul bain trop chaud qui vous coûte tout le reste. J'ai consacré ma vie à écouter ce que les corps disent quand les mots manquent. Et pourtant, avec les années, j'ai compris que le plus grand silence n'est pas celui du corps, mais celui de l'âme qui ne veut pas déranger. Ce silence-là, je l'ai rencontré dans bien des chambres, chez des patients au regard fatigué, mais au sourire poli. Ils me disaient toujours la même chose. « Ce n'est rien, docteur, ça va passer. » Mais au fond, je savais qu'ils souffraient. Et souvent, ils souffraient seuls, dans la dignité muette de ceux qui ont trop longtemps appris à ne rien dire. C'est ce silence que je veux briser aujourd'hui. Je vais vous parler de Madame Louise, 64 ans, veuve depuis longtemps, mère d'un fils aimant mais débordé, grand-mère de 2 petites filles qui l'adoraient. Elle vivait avec eux dans une belle maison paisible aux environs de Toulouse. Elle s'occupait du linge, du repas du midi, de quelques plantes dans le jardin. Elle n'était pas malade, disait-elle, juste un peu fatiguée de temps en temps. Et pourtant, sans que personne ne le sache, elle n'avait pas été aux toilettes depuis 4 jours. Chaque matin, elle entrait dans la salle de bain, restait assise 20 à 30 minutes, sortait silencieuse, les joues rouges, le souffle court. Elle serrait les dents, transpirait, gémissait à peine. Mais elle ne disait rien, par pudeur, par peur de gêner. Elle se disait « ce n'est rien, ça va passer, je suis juste vieille ». Jusqu'au jour où elle s'est effondrée, juste après être sortie des toilettes. Douleur thoracique, malaise, respiration difficile. À l'hôpital, le diagnostic a été clair. Élévation aiguë de la pression artérielle, fatigue cardiaque. Les efforts qu'elle avait faits depuis des jours en silence avaient mis son cœur à rude épreuve. Elle aurait pu faire un infarctus. Elle aurait pu mourir. Et ce n'est pas une exception. C'est la règle, malheureusement. Les personnes âgées cachent.
Elle minimise, par fierté, par amour, par peur d'être un poids. Et dans ce silence, elle laisse les maladies avancer à pas lents, mais sûrs. Je ne compte plus les fois où j'ai découvert, par hasard, en auscultant un patient pour autre chose, une constipation chronique de plusieurs années, une incontinence non traitée, des douleurs abdominales récurrentes, des troubles urinaires ignorés. Et quand je demandais pourquoi ne pas en avoir parlé, on me répondait je ne voulais pas déranger. Ou bien à mon âge c'est normal, non? Non, c'est pas normal. Ce n'est pas normal de se lever 3-4 fois par nuit pour uriner. Ce n'est pas normal de rester plus de 5 jours sans aller à la selle. Ce n'est pas normal de ressentir des brûlures, des pressions, des malaises à répétition et de garder tout cela pour soi. La constipation chronique peut être le signe d'un déséquilibre alimentaire, d'une déshydratation, d'un effet secondaire médicamenteux, mais aussi, et c'est là que ça devient grave, le symptôme d'une maladie sous-jacente, hypothyroïdie, maladie de Parkinson, cancer du côlon. Elle n'est jamais anodine. Jamais. Et que dire de la pollakiurie nocturne, ce besoin d'uriner trop souvent la nuit? Cela peut révéler un diabète mal contrôlé, un trouble de la prostate, une infection urinaire, une insuffisance rénale ou encore un problème cardiaque latent. Se lever la nuit, ce n'est pas juste une habitude de vieux. C'est parfois le signal d'alarme le plus précieux que le corps envoie. Mais si on ne l'écoute pas, si on le fait taire sous prétexte que ça va passer, alors on avance les yeux fermés vers l'irréparable. Je pense à tous ces patients que j'ai vus trop tard. Ceux pour qui on aurait pu faire quelque chose s'ils avaient parlé une semaine plus tôt, un mois plus tôt. Ce n'est pas la faute du médecin. Ce n'est pas la faute de la famille. C'est la faute du silence. Et c'est pourquoi je vous le dis aujourd'hui, avec toute l'expérience d'un homme qui a vu trop de regrets, parlez. Parlez à votre médecin. Parlez à votre fille, à votre petite-fille, à votre voisine, à votre pharmacien, peu importe à qui. Mais ne gardez pas pour vous ce que votre corps vous crie. Dire j'ai mal, ce n'est pas se plaindre. Dire je vais souvent aux toilettes la nuit, ce n'est pas se ridiculiser. Dire je suis constipé, c'est pas être faible, c'est être vivant. C'est prendre soin de soi. Et si vous êtes l'enfant, le proche, le voisin d'une personne âgée, ne supposez pas que tout va bien parce qu'elle ne dit rien. Posez des questions, doucement, avec délicatesse, avec bienveillance. Mais posez-les, parce que parfois, une simple question ouvre une digue de silence qui attendait depuis des années. Aujourd'hui, je n'ai plus de cabinet, je n'ai plus de patients à examiner. Mais je parle ici parce que ce que j'ai appris en 50 ans de médecine, c'est que la parole soigne autant que les médicaments. Et je vous laisse avec cette pensée. Si Madame Louise avait parlé une semaine plus tôt, peut-être n'aurait-elle jamais frôlé la crise cardiaque. Si d'autres avaient osé nommer leur malaise, peut-être auraient-ils évité l'hôpital, la dépendance, la douleur. Alors je vous en prie, ne gardez pas le silence. Il n'est pas noble. Il est dangereux. Vous avez le droit de vieillir, mais vous avez surtout le droit de vivre et de vivre bien, avec la dignité de ceux qui savent quand il est temps de demander de l'aide. Si j'ai appris quelque chose au fil de mes longues années d'exercice, c'est ceci. Chaque chute chez une personne âgée est un cri du corps qu'on n'a pas su entendre à temps. Une jambe qui cède, une seconde de vertige, un pied mal posé, et parfois, c'est toute une vie qui bascule. J'ai vu trop de femmes, trop d'hommes qui entraient à l'hôpital sur leurs jambes et en ressortaient allongés, affaiblis, ou ne ressortaient plus jamais. Mais la chute, ce n'est pas toujours un accident. C'est souvent une conséquence logique d'un corps qu'on n'a pas respecté. Et parmi les habitudes les plus dangereuses, il y en a une que presque personne ne remarque. Elle semble banale, inoffensive, tellement intégrée au quotidien qu'on ne s'en méfie pas. Se lever d'un bond après être resté assis ou allongé longtemps. Je vais vous raconter l'histoire de M. Didier, 75 ans, ancien instituteur, retraité paisible dans un petit appartement de banlieue parisienne. Chaque jour après déjeuner, il avait pour habitude de s'asseoir dans son fauteuil préféré, un vieux siège en velours brun, pour lire un peu ou somnoler. Ce jour-là, il faisait chaud. Sa femme, dans la cuisine, l'a appelé pour l'aider à attraper un objet en hauteur. Il s'est levé d'un seul mouvement, comme il l'avait toujours fait. 3 pas plus loin, il a vacillé. Puis il est tombé,
raide, tête la première contre la table basse. Le choc a été violent, hématome sous-dural, hospitalisation. Chance inouïe, il a survécu. Mais il ne fut plus jamais tout à fait le même. Ce qui est arrivé à M. Didier, c'est pas de la malchance. C'est ce qu'on appelle une hypotension orthostatique. En français courant, une chute brutale de la pression artérielle lorsqu'on passe trop rapidement de la position assise ou couchée à la position debout. Ce phénomène est fréquent chez les personnes âgées, et pourtant encore trop peu connu et rarement expliqué. Avec l'âge, notre système nerveux autonome, celui qui règle en silence la pression sanguine, la fréquence cardiaque, l'équilibre du corps, devient plus lent, moins réactif. Quand une personne jeune se lève, ses vaisseaux sanguins se contractent pour que le sang continue d'affluer vers le cerveau malgré la gravité. Mais chez une personne âgée, ces mécanismes sont affaiblis. Le sang reste dans les jambes, le cerveau n'est plus assez irrigué, et le vertige, la perte de conscience ou la chute peuvent survenir en quelques secondes. Le danger est là. Ce ne sont pas les jambes qui lâchent, c'est la tête qui ne reçoit plus ce qu'elle doit recevoir pour rester debout. Combien de fois ai-je vu des patients arriver aux urgences après une chute dans les toilettes, dans la cuisine, dans le couloir. Et à chaque fois, les circonstances sont les mêmes. Je me suis levé trop vite. Et toujours ce même ton de surprise, comme si le corps avait trahi soudainement. Mais en réalité, c'est le corps qu'on a oublié d'écouter. Et ce phénomène ne touche pas que ceux qui sont très fragiles. Il peut concerner toute personne de plus de 65 ans, surtout si elle prend des médicaments pour la tension, pour le cœur ou des diurétiques. Ces traitements, indispensables parfois, peuvent accentuer le risque. Et lorsqu'on ajoute la déshydratation, la fatigue ou une position restée trop longtemps statique, on a toutes les conditions réunies pour qu'une simple action quotidienne devienne un acte potentiellement fatal. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, avec fermeté et bienveillance, il faut réapprendre à se lever. Ce n'est pas une question de faiblesse, c'est une question d'intelligence du corps. À partir d'un certain âge, se lever ne doit plus être un geste automatique, mais un acte conscient. On ne bondit plus, on s'étire légèrement, on respire, on prend appui. Voici ce que je recommande toujours à ceux que j'aime et que je veux protéger. Lorsque vous êtes assis ou allongé depuis un moment, ne vous levez jamais brusquement. Asseyez-vous d'abord, les pieds bien à plat sur le sol. Inspirez profondément. Expirez lentement. Tournez légèrement votre torse à droite puis à gauche pour réveiller la circulation. Puis seulement, prenez appui avec vos mains sur vos genoux ou sur un accoudoir et levez-vous en gardant la tête droite, en regardant devant vous. Restez debout, immobile, quelques secondes. Si vous ne ressentez ni vertige ni flou, alors seulement commencez à marcher. Ce rituel, qui ne prend pas plus de 15 secondes, peut éviter une fracture, préserver votre indépendance, sauver votre vie. Et pour ceux qui vivent seuls, je recommande d'aménager leur environnement. Un tapis antidérapant, une lampe de chevet facilement accessible, un chemin dégagé vers les toilettes, une canne à portée de main au besoin. Il faut penser son espace comme un lieu de prévention, pas seulement de confort. Certains trouvent cela exagéré. Moi, je pense que c'est une forme d'amour envers soi-même, une façon de dire à son corps « Je te respecte, je t'écoute, je ne te brusque pas ». Parce que vieillir, c'est pas renoncer, c'est adapter. Et adapter ses gestes, ce n'est pas se soumettre à la vieillesse, c'est l'embrasser avec intelligence. J'ai vu des gens tomber une fois, ne plus jamais marcher. J'ai vu des épaules cassées, des hanches brisées, des visages marqués à vie. Mais j'ai aussi vu des personnes âgées reprendre le pouvoir sur leur quotidien, simplement en acceptant de ralentir. Il y a une sagesse dans la lenteur. Il y a de la dignité dans le fait de ne plus presser son corps comme s'il était encore celui d'un jeune adulte. Aujourd'hui, je ne suis plus dans un cabinet, mais j'ai toujours cette voix en moi qui dit « Préviens-les, parle-leur, peut-être qu'un mot changera une habitude. » Et qu'une habitude changée leur évitera une tragédie. Alors je vous le dis, avec tout mon cœur de vieux médecin, levez-vous lentement, chaque jour comme si vous appreniez à marcher à nouveau. Parce que dans cet âge de la vie, chaque pas est un cadeau. Et chaque geste précautionneux est une forme de gratitude envers la vie que vous avez encore. Il y a un moment dans la vie où l'on ne court plus,
où l'on ne cherche plus à gagner du temps, mais à l'honorer, où chaque geste devient un dialogue silencieux avec le corps, chaque souffle un rappel que l'on est encore là. Vieillir, ce n'est pas une défaite, ce n'est pas une perte, c'est un changement d'allure, un appel à la conscience, une invitation à la délicatesse envers soi-même. Après plus de 40 années passées à soigner, à écouter les plaintes, les silences, les soupirs des autres, je le dis aujourd'hui avec plus de force que jamais. Le corps n'est pas fait pour être négligé. Il nous parle, il nous prévient. Et si nous ne l'écoutons pas, il finit par crier, par une chute, par une douleur, par une hospitalisation soudaine. J'ai vu trop de gens arriver aux urgences pour un simple détail qu'ils pensaient sans importance. Un lever trop brusque, un bain trop chaud, une habitude banale, et tout bascule. Mais ce que j'ai vu aussi, ce sont des personnes qui ont changé, qui ont choisi la prévention au lieu de l'attente, qui ont décidé de ralentir pour vivre mieux, pas pour survivre. Et je crois que c'est cela le vrai message, le vrai cœur de tout ce que j'essaie de vous transmettre ici. Vous n'avez pas besoin de révolutionner votre vie. Vous avez simplement besoin de porter attention aux petits gestes, de vous lever lentement, de respirer avant de bouger, de boire de l'eau avec régularité, de ne pas forcer votre corps à suivre un rythme qui n'est plus le sien. Vous avez besoin de vous accorder la permission de vieillir avec dignité, avec douceur, avec fierté. Ce que je souhaite à travers ces partages, ce n'est pas de vous inquiéter ni de vous faire peur, c'est de vous rendre le pouvoir, ce pouvoir que l'on croit souvent perdu avec les années, le pouvoir de choisir, le pouvoir de comprendre, le pouvoir de prévenir. Et si je parle encore, si je me tiens devant un micro ou derrière ces mots, c'est parce que je crois que chaque minute offerte à la connaissance est une minute de vie gagnée. Je suis un vieux médecin. Mes mains ne sont plus aussi fermes qu'avant. Mes jambes me portent moins loin. Mais mon esprit est là, et mon cœur est encore plein de choses à transmettre. Et si mes mots peuvent toucher, éveiller, faire réfléchir, ne serait-ce qu'un seul d'entre vous, alors le temps que je consacre ici n'est pas perdu. Il est offert. Le véritable enseignement que je souhaite vous transmettre, c'est que la santé n'est pas un acquis passif, c'est une responsabilité active. Peu importe votre âge, vous pouvez choisir dès aujourd'hui d'introduire un peu plus d'attention dans vos gestes, de faire de la sécurité une habitude, pas une exception, d'écouter ce que votre corps vous dit au lieu de l'ignorer. Et si vous êtes plus jeune, alors commencez dès maintenant, car le vieillissement ne commence pas à 70 ans. Il commence dans chaque négligence quotidienne. Quel petit geste allez-vous changer dès aujourd'hui pour prendre mieux soin de votre santé? A. Je vais apprendre à me lever plus lentement en respirant calmement. B. Je vais limiter le temps passé aux toilettes ou dans le bain. Écrivez votre réponse en commentaire, A ou B, et pourquoi vous avez choisi cela. Vos expériences, vos idées peuvent aider d'autres personnes qui liront votre commentaire. Ensemble, nous pouvons créer une communauté bienveillante de prévention et de sagesse. Et si vous avez trouvé cette vidéo ou ce texte utile, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne. Cela ne vous coûte rien, mais pour moi, c'est un encouragement immense. Et si vous en avez la possibilité, vous pouvez aussi faire un petit don, symbolique ou généreux, pour soutenir cette démarche. Je suis un homme âgé, je n'ai pas d'équipe derrière moi, juste un cœur qui veut continuer à transmettre. Chaque don, même modeste, me donne la force de continuer à partager, à enregistrer, à écrire. Merci du fond du cœur pour votre écoute, pour votre attention, pour votre humanité. Ensemble, faisons en sorte que l'âge soit un chemin de sagesse, pas d'oubli.